Bonjour, Eugénie Mérieux, c'est un honneur de vous avoir ici sur cette chaîne et pour l'élaboration de ce documentaire. J'aimerais qu'on commence avec une définition un petit peu des termes du sujet qu'on va développer aujourd'hui. L'une des idées centrales que vous développez dans votre livre, Une antithèse de la démocratie, est de dire que l'opposition démocratie-dictature ne fonctionne plus. Cela car elle souffre de deux mouvements convergents que sont le développement de démocratie illibérale d'un côté et une forme de libéralisation des dictatures à travers le monde. Avant d'aller plus loin dans notre discussion, est-ce que vous pouvez justement revenir sur cet adjectif libéral qui semble au cœur du sujet? Oui, alors absolument, on observe un phénomène de convergence aujourd'hui des régimes autoritaires et des régimes démocratiques libéraux par deux effets. Le premier, c'est la mondialisation du droit, de l'état de droit, du constitutionnalisme. Donc aujourd'hui, on a une standardisation des constitutions à l'échelle mondiale qui fonctionnent toutes sur le modèle de la démocratie représentative, à quelques exceptions près, comme par exemple la Chine ou la Corée du Nord. Mais sinon, dans la plupart des régimes aujourd'hui du monde, y compris dans le sud global, nous avons une constitution, des constitutions qui se ressemblent, qui souvent d'ailleurs commencent par les mêmes mots, we the people, sur le modèle états-unien, et puis qui mettent en place une séparation des pouvoirs en trois branches avec des élections, une justice qui est institutionnellement indépendante et des droits et libertés qui sont garantis par une juridiction constitutionnelle. Et donc cette mondialisation du modèle du constitutionnalisme libéral que l'on appelle de la troisième vague produit des effets de standardisation aussi dans une certaine mesure au niveau des régimes politiques à travers le monde. Et puis il y a le mouvement inverse qui est celui au contraire de la suspension des libertés, et ça c'est lié à la mondialisation de l'état d'urgence qui est également un phénomène qui est très prégnant depuis les années 2000 et en particulier depuis les attentats du 11 septembre 2001 où les États-Unis ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution, la résolution 1373, qui enjoint tous les États du monde à adopter des législations antiterroristes. Et Kofi Annan a dit que cette résolution était la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies la plus suivie de tous les temps. Et donc nous avons ce phénomène de double mondialisation, à la fois de constitutions standards sur le modèle états-unien libéral et d'autre part de mondialisation de l'état d'urgence, ce qui produit une forme de convergence entre tous ces régimes avec donc des droits et libertés, donc c'est le caractère libéral, qui sont proclamés mais qui sont suspendus pour une partie de la population, en particulier au motif de la lutte contre le terrorisme. Dans ce contexte que vous venez d'illustrer de fragilisation de nos démocraties, j'aimerais qu'on revienne plus particulièrement sur un des droits, selon nous menacés, qui est le droit à manifester. Ainsi, avant d'identifier les menaces qui pèsent sur ce droit, j'aimerais avoir votre regard sur l'utilité de la manifestation dans ce contexte de remise en cause des démocraties libérales. Alors le droit de manifestation, le droit de manifester, c'est l'un des emblèmes en effet du caractère libéral d'un régime démocratique. Qu'est-ce qu'on entend par libéral? Libéral, c'est un régime de liberté publique. C'est un régime de liberté publique qui fait primer la liberté par rapport à la répression. C'est-à-dire que par défaut, dans un régime libéral de liberté publique, il n'y a pas d'autorisation pour manifester, il n'y a pas d'autorisation pour former des associations, il n'y a pas d'autorisation pour utiliser sa liberté d'expression. Alors que dans un régime de type préventif, la liberté n'est pas la règle, au contraire, la liberté est l'exception, c'est-à-dire qu'il faut demander une déclaration, il faut demander une autorisation pour pouvoir manifester, etc. Nous, le grand principe qui a été posé par la Troisième République, c'est justement le principe du régime libéral de liberté publique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons la loi sur la liberté d'association de 1901, les associations peuvent être constituées librement, et ensuite à partir des années 30, 1935, on a des décrets-lois sur la liberté de manifester. Donc on entre dans ce régime libéral de liberté publique. Pour manifester, il n'y a pas besoin, en droit positif, sous la Ve République, mais depuis la Troisième République, de demander une autorisation. C'est soumis à déclaration préalable pour des questions logistiques. Néanmoins, ce que l'on voit à l'œuvre depuis quelques années est le glissement
d'un régime libéral de liberté publique, notamment en matière de liberté de manifester, vers un régime préventif, c'est-à-dire que notre droit est en train de sortir de l'économie et de la philosophie générale libérale des libertés publiques. Exemple, dans la jurisprudence du juge administratif est de plus en plus admis l'interdiction des manifestations pour des questions de prévention de commission d'infraction sur le fondement de la sauvegarde de la dignité humaine et en particulier de la prévention de l'infraction d'apologie de terrorisme qui serait commise dans certaines manifestations. Alors pour expliquer le glissement de notre régime de liberté publique, il faut remonter au début de la Ve République avec l'adoption de la loi sur l'état d'urgence de 1955. Cette loi sur l'état d'urgence, qui est adoptée dans le contexte de la guerre d'Algérie, va peu à peu se diffuser dans notre droit commun et venir remettre en cause le caractère libéral de notre régime de liberté publique. Donc cet état d'urgence, il a été utilisé en 1955, en 1958 sur le territoire métropolitain, donc il est vraiment l'accoucheur de la Ve République. Et puis cet état d'urgence, ensuite, il est de plus en plus utilisé à partir des années 2000, dans le contexte général de recours à l'état d'urgence dans le monde entier après les attentats du 11 septembre. Et donc en France, de 2015 à 2017, cet état d'urgence est en vigueur après les attentats du Bataclan, et puis ensuite il est pérennisé. Certaines mesures sont pérennisées dans le droit commun, avec notamment l'inscription des périmètres de protection dans le droit commun qui permet au préfet de réguler les abords des manifestations et d'interdire à certaines personnes de manifester. Et donc cette mesure-là du périmètre de protection est très grandement en tension avec un régime libéral de liberté publique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est également un élément qui vient de la mondialisation du droit dans une certaine mesure et de l'européanisation du droit, c'est la notion d'ordre public immatériel. C'est-à-dire que cette notion d'ordre public qui fonde les pouvoirs de police administrative est une notion évolutive et de plus en plus extensive. Et alors que pour Maurice Horiou, c'était uniquement un ordre public matériel extérieur, désormais nous sommes passés dans un ordre public qui est également immatériel, c'est-à-dire que le motif de sauvegarde de la dignité humaine, par exemple, en l'absence de troubles matériels à l'ordre public, peut être invoqué par la police, par les autorités de police administrative pour interdire des manifestations. Et c'est ce qu'on a vu avec la jurisprudence Dieudonné de 2014. Qui est dans une certaine mesure un revirement de notre jurisprudence libérale antérieure de la Troisième République, qui était la jurisprudence Benjamin de 1933. La liberté est la règle, le pouvoir de police l'exception, nous dit le commissaire du gouvernement à ce moment-là. Et donc cette manifestation en 1933 n'est pas interdite. Alors qu'en 2014, le spectacle de Dieudonné est interdit alors même qu'il n'y avait pas de trouble avéré, de risque de trouble avéré à l'ordre public, au motif de la sauvegarde donc, de la dignité humaine d'une part et d'autre part de la prévention de commissions d'infractions de type antisémite ou de type remise en cause de la cohésion nationale. Donc là on a une notion d'ordre public immatériel qui est de plus en plus extensive, qui inclut donc la sauvegarde de la dignité humaine, qui est une notion au contour extrêmement flou et qui peut donc être sujet à de nombreuses interprétations. Et d'autre part, des nouvelles notions comme la cohésion nationale, les valeurs républicaines, le vivre ensemble même, qui permettent aux autorités de police d'interdire de plus en plus discrétionnairement, en tout cas avec de plus en plus de marge de manœuvre, les manifestations. Et c'est ce qu'on a vu avec l'interdiction des manifestations écologistes, par exemple, pendant l'état d'urgence en 2015, et les assignations à résidence aussi de certains militants écologistes, et puis d'autre part, les nombreuses manifestations en soutien à Gaza. Donc après avoir relevé le sens que vous accordez à la manifestation, j'aimerais vous interroger sur l'évolution de sa prise en compte par le politique.
Lorsque l'on pense par exemple à la forte opposition sur l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, qui s'est soldée par le passage en force de la réforme, aux cahiers de doléances formulés par les Gilets jaunes qui sont restés lettres mortes, ou encore aux propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, cette fois invisibilisées, le sentiment selon lequel les citoyens n'ont plus de prise sur le pouvoir, et pas même à l'instant des manifestations, est-il fondé selon vous? Et en quoi cette distanciation qui s'installe entre rue et institution est-il révélateur en réalité du mouvement qui traverse nos démocraties libérales? Alors, la démocratie parlementaire, c'est justement un moyen de sortir le conflit politique de la rue pour le faire entrer dans l'enceinte du Parlement et de substituer à la violence, peut-être, celle du combat des mots et du combat des idées. La démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui est la démocratie représentative qui passe par les élus, alors que pendant la Révolution française, la démocratie était synonyme de démocratie athénienne, c'est-à-dire de démocratie directe, par laquelle les citoyens, même si le corps des citoyens était très restreint à Athènes, mais en tout cas les citoyens s'exprimaient directement sur les affaires de la cité. À partir de 1789, et c'est l'un des grands gestes de Sieyès, qui proclame le pouvoir constituant et qui dit que le tiers-État doit être tout alors qu'il n'a jusqu'alors été rien. En tout cas, dans ce texte incroyable, qu'est-ce que le tiers-État, Sieyès propose cette idée révolutionnaire que le peuple peut être constituant. Néanmoins, dans le même temps, Sieyès, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'appartenance à une forme d'extrême centre, pour reprendre les mots de Pierre Cernat, qui travaille sur la Révolution française par ailleurs, cette figure, dans le même temps, propose une démocratie qui ne saurait être que représentative. Donc à l'époque, il dit la France ne saurait être une démocratie, elle doit être un gouvernement représentatif. Parce qu'à l'époque, gouvernement représentatif et démocratie sont antonymes. Et donc il le répète, en France, le peuple ne doit pouvoir s'exprimer que par ses représentants. Donc on a un glissement sémantique très net à ce moment-là de la notion de démocratie qui va devenir la démocratie uniquement représentative. Alors la question qui se pose aujourd'hui est la suivante: est-ce que nous sommes arrivés à la fin de ce modèle-là, c'est-à-dire de ce modèle de démocratie représentative qui, il est vrai, est une forme de confiscation du pouvoir par les représentants au détriment des citoyens. Et c'était le grand geste politique des Gilets jaunes en 2018 de vouloir demander un retour de ce pouvoir, la fin d'une forme de confiscation, en tout cas de vouloir s'ancrer dans une modernité nouvelle qui est celle de la démocratie peut-être davantage directe. Le RIP qui existe depuis la révision constitutionnelle de 2008, mais qui existe de manière tout à fait illusoire, était l'une de leurs revendications, ainsi que le RIC, donc vraiment le référendum constituant qui permet d'écrire les règles du jeu. Et c'est vrai que nous sommes aujourd'hui sous la Ve République avec une constitution qui est très ancienne, qui date des années 50, un moment où dans le monde entier nous étions sous des régimes plus ou moins militaires, c'était d'ailleurs le cas en France également, avec des moyens qui sont mis à disposition des citoyens pour participer, qui sont extrêmement limités et qui peuvent sembler très anachroniques finalement et très obsolètes. Et donc il semblerait en tout cas qu'il faille répondre à ces cahiers de doléances qui ont été faits par les Gilets jaunes, écrits par les Gilets jaunes, en reprenant ce geste révolutionnaire de 1789 pour pouvoir avancer vers une démocratie qui soit beaucoup plus démocratique. Et peut-être que c'est là le moyen de conjurer une tendance, par ailleurs mondiale également, qui est la tendance vers l'illibéralisme de plus en plus prononcée dans le monde. Aussi, lorsque l'on observe la multiplication des arrestations préventives, aux nombreuses dissolutions d'associations ou encore aux circulaires délivrées en période de manifestation qui souvent mettent l'accent sur la fermeté, on peut avoir le sentiment que l'exécutif prend une part importante dans la gestion de la manifestation. Et j'aimerais justement avoir votre regard de juriste sur la question.
Alors là, on pourrait s'engager dans une critique de la juridiction administrative, qui est le juge de la légalité des mesures de police administrative et qui, depuis 2000, est également le juge de l'urgence, c'est-à-dire qui a également un rôle pour sauvegarder les libertés lorsqu'elles sont gravement menacées et de manière urgente. Donc le juge administratif en France est un juge qui est structurellement proche du pouvoir exécutif. C'est la mission qui lui a été confiée lors de sa création par Napoléon en 1799. Et même s'il s'est émancipé progressivement de la tutelle de l'exécutif, le juge administratif met toujours en balance la nécessité de préserver la marge de manœuvre de l'administration avec celle de sauvegarder les libertés publiques. Et donc on peut, dans une certaine mesure, en effet, critiquer la manière dont le juge administratif a accueilli cette tendance de l'exécutif à vouloir remettre en cause le régime libéral de liberté publique. Alors il y a eu évidemment de nombreuses annulations d'arrêtés préfectoraux d'interdiction de manifestation, c'est vrai, mais pour les grandes décisions emblématiques de ces dernières années, je faisais référence à la jurisprudence Dieudonné, le juge administratif n'a pas tellement rempli son office. On peut penser également à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie en mai 2024 où l'état d'urgence a été déclaré, TikTok a été interdit et la juridiction administrative a été dans une certaine mesure dans une position d'auxiliaire de police administrative plutôt que de gardien des libertés publiques en faisant une substitution de motifs pour permettre à cette décision de l'exécutif d'être jugée légale. Et on peut en effet s'interroger sur cette évolution de la jurisprudence qui, dans une certaine mesure, est de plus en plus approfondie avec le contrôle de proportionnalité, mais qui s'efface tout de même devant la question de l'ordre public. Et d'ailleurs, l'ordre public est le premier objectif de valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel en 1982, premier OVC reconnu. Donc il y a vraiment, même chez le Conseil constitutionnel, que l'on pourrait peut-être imaginer comme moins structurellement dépendant à l'égard de l'exécutif, et bien même chez la juridiction constitutionnelle, la mission de sauvegarde des libertés publiques pourrait être approfondie. Et on peut à nouveau mobiliser l'état d'urgence, l'exemple de l'état d'urgence où le Conseil constitutionnel a très peu censuré les mesures de l'état d'urgence et les lois de prorogation de l'état d'urgence de 2015 à 2017, alors qu'il y en a eu 6. On peut mentionner aussi la loi organique pour faire face à l'urgence qui suspend les délais de QPC, qui a été prise en violation manifeste de l'article 46 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à y redire. Et d'ailleurs, pour conclure peut-être sur cette question-là, sur la question de l'ordre public et de l'état d'urgence, qui sont des questions liées, finalement, l'état d'urgence a toujours été accompagné par le juge, beaucoup plus qu'il n'a été freiné par le juge. Prenons 2 exemples. Conseil d'État Herriès 1918, c'est la première fois que nous avons un juge administratif qui donne un blanc-seing à l'administration pour se soustraire à la légalité en dehors des périodes d'état d'urgence. Deuxième exemple, 1985, le Conseil constitutionnel qui est saisi d'une demande des parlementaires qui contestait la constitutionnalité de la loi sur l'état d'urgence lors de son application en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel répond que rien ne s'oppose à ce que le législateur crée des états d'urgence, chose qu'il a redite pour l'état d'urgence sanitaire, ce qui est également un blanc-seing donné au législateur, qui n'est autre que l'exécutif sous la Ve République, de créer à l'envi des états d'urgence sans autre considération que des impératifs de type politique.
On pourrait multiplier les exemples, mais je vais m'arrêter là. Donc pour en revenir à votre question, en effet, les juridictions, qu'elles soient administratives ou constitutionnelles, ont plutôt accompagné ce mouvement de glissement vers un régime de plus en plus illibéral de liberté publique, plutôt qu'ils n'ont cherché à véritablement, ou en tout cas qu'ils n'ont réussi peut-être, à freiner cette tendance générale que l'on observe. Depuis le début de l'entretien, vous faites beaucoup allusion à l'état d'urgence. Est-ce que vous pouvez revenir simplement sur l'intérêt de recourir à l'état d'urgence? L'état d'urgence permet à l'exécutif une plus grande marge de manœuvre pour la sauvegarde de l'ordre public et pour la lutte antiterroriste. Les mesures phares de l'état d'urgence sont toujours les mêmes. Alors elles ont un petit peu évolué au cours du temps, mais aujourd'hui elles sont principalement au nombre de 3. La première, c'est la perquisition administrative, qui s'appelle désormais visite domiciliaire depuis la loi SILT, qui est d'ailleurs un retour au terme que l'on utilisait au XIXe siècle. Ensuite, il y a évidemment l'assignation à résidence, qui s'appelle maintenant MICAS, mesure individuelle de contrôle, qui permet donc une forme de détention sans mandat judiciaire, de régime de détention administrative. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne s'agissait pas là de privation de liberté, mais seulement de restriction de liberté, dès lors que cette mesure était inférieure à 12 heures par jour, ce qui est quand même une mesure restrictive de liberté très très lourde pour les personnes concernées. Et puis, ce que j'ai déjà évoqué, le périmètre de protection. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur quelque chose que vous avez effleuré un petit peu tout à l'heure lorsque vous parliez d'un glissement sémantique qui s'opérait. Dans votre livre, justement, vous faites remarquer à travers les mots de Christophe Colomb, de Vatel, etc., qu'utiliser un vocabulaire qui vise à déshumaniser les peuples sur lesquels doit s'appliquer l'exception. Donc, nomades, cannibales, nations non civilisées, sauvages, barbares. Ma question est la suivante. Trouvez-vous qu'il y a un écho avec la situation actuelle d'une rhétorique d'État qui cherche à décrédibiliser toute contestation en la disqualifiant, la décrédibilisant, notamment lorsque Macron parle de factieux et de factions, de sauvages ou encore d'écoterrorisme? Absolument. Alors l'analogie, c'est l'objet en effet de mon dernier livre, Géopolitique de l'état d'exception, où je montre une forme de continuum qui appartient à la philosophie générale du libéralisme, qui est d'établir des distinctions entre les personnes pour l'application du droit. C'est-à-dire qu'au-delà de la fiction d'un droit universellement applicable et uniformément applicable sur un territoire donné, eh bien, par le biais de l'état d'urgence, on va soustraire des populations entières, des territoires entiers à l'application de ce droit. Et sans remettre en cause le principe de l'universalisme de ces droits. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que ces personnes et ces territoires soient considérés comme barbares, comme criminels, etc. Et donc ça va permettre que ce soit dans le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit international de la guerre, qui est historiquement l'ancêtre de notre régime de droit international, ou le droit international des droits humains, mais aussi en droit interne, en droit constitutionnel, en droit administratif, nous avons cette distinction très très nette, et puis aussi droit pénal évidemment, distinction très très nette entre différentes catégories de population auxquelles ne vont pas être appliquées les mêmes procédures et les mêmes garanties. Et ça, c'est fondamentalement problématique parce que ça va à l'encontre de l'état de droit, du principe de l'état de droit. Mais ce que je montre dans mon livre, qui est une thèse radicale évidemment et très critique, qui appartient à la théorie critique du droit, c'est que finalement, le droit libéral ne s'est jamais pensé sans exception, sans droit d'exception. Et un exemple que l'on peut prendre, c'est évidemment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui est un monument juridique et qui a inspiré tout le régime international des droits de l'homme. Cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle avait initialement une clause coloniale, donc qui permettait aux États impériaux de suspendre l'application de ce droit, des garanties de la Convention, à leur territoires colonisés, les territoires dont ils avaient la tutelle, d'une part, et d'autre part, la clause d'état d'urgence qui permet de suspendre
donc un certain nombre de garanties pour cause de sauvegarde de l'ordre public. Et aujourd'hui, la clause coloniale n'existe plus, mais l'esprit demeure dans une certaine mesure, à la fois dans cette clause d'état d'urgence et aussi dans la marge de manœuvre et toute une série de doctrines adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme pour admettre la suspension de certains droits pour des motifs d'ordre public à des populations particulières, à des territoires particuliers. Et évidemment, cette suspension de l'état de droit, cette suspension du droit a partie liée avec, en effet, une forme de déshumanisation. Donc le colonialisme a été un grand facteur d'utilisation de l'état d'urgence. Je parlais tout à l'heure des mondialisations de l'état d'urgence. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Nous avons vu celle de 2001 qui s'applique principalement aux populations musulmanes, amalgamées aux terroristes, mais précédemment, la vague précédente de mondialisation de l'état d'urgence, c'était précisément dans les années 50, 40-50, au moment de l'adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, où là, les populations colonisées, qui étaient en rébellion contre l'Empire, étaient les barbares auxquels était appliqué cet état d'urgence. Et donc l'état d'urgence dans les années 40-50 a été appliqué quasiment sur l'ensemble des territoires du monde parce qu'ils étaient appliqués par le Royaume-Uni qui avait quasiment toute la planète sous son contrôle et puis la France qui avait encore quelques miettes non négligeables dans les années 40, 50 et jusqu'aux années 60. Et donc cet état d'urgence, il a toujours été une forme de gouvernance coloniale contre des populations considérées comme barbares. Et le droit international et le droit international de la guerre va s'appliquer de manière duale en fonction de la caractérisation du pays ou des populations auxquelles il s'applique. Et ça, c'est aussi un travail que j'ai mené dans mes recherches. Dans les manuels de droit international, comme dans les manuels de droit constitutionnel, vous avez ce dualisme très fort. Et encore aujourd'hui, on le retrouve lorsque, par exemple, on parle du conflit Israël-Palestine, où une question que l'on entend revenir sans cesse est la suivante: Israël est une démocratie et donc elle pourrait appliquer un droit à se défendre qui ne serait pas celui auquel pourrait prétendre la Palestine, qui n'est pas une démocratie. Donc il y a cette idée dans le droit libéral de distinguer en fonction de cette notion barbare civilisée qui connaît des déclinaisons diverses, mais en fonction de cette distinction, soit un droit qui va être un état de droit, soit un droit dérogatoire de type état d'exception. Et ça se décline vraiment au niveau international comme au niveau interne. Je pourrais continuer des heures, mais sinon là, vous allez me lancer trop loin.